Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on utilise absolument tous les jours, Internet. Mais on va regarder sa réalité physique. Parce que oui, on parle souvent du cloud, de quelque chose d'immatériel, mais en fait c'est bien plus concret qu'on l'imagine. On a tous cette image d'Internet comme un nuage, un concept un peu abstrait qui flotte quelque part au-dessus de nos têtes. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Concrètement, ça se trouve où, Internet? Eh bien, la réponse, c'est que ce n'est pas vraiment dans le cloud. Le terme cloud, c'est devenu un mot un peu fourre-tout, très marketing. Derrière cette image, qui est quand même assez poétique, il y a une infrastructure et elle est bien réelle. Et voilà la réalité, c'est ça, Internet. Ce qu'on voit là, c'est une carte de l'immense réseau de câbles à fibre optique qui tapisse le fond de nos océans. Presque tout, absolument tout ce qu'on fait en ligne, nos emails, nos vidéos, nos transactions, tout ça, ça passe par là. Ce sont les vraies autoroutes de l'information de notre époque. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Parce que cette infrastructure, qui est si vitale, eh bien, elle est de plus en plus menacée, même si elle est cachée sous des kilomètres d'eau. Ce graphique, il est assez parlant. Regardez bien, depuis 2022, on observe une montée en flèche des incidents dits suspects. Ce n'est pas juste une petite augmentation, c'est une vraie rupture. On a l'impression d'assister à un changement de jeu. Alors, il faut savoir que, historiquement, la grande majorité des pannes de câbles, on parle de 60 à 75%, étaient purement accidentelles. C'est donc super important de faire la différence. D'un côté, on a les accidents, on va dire, classiques, un chalutier qui racle le fond, une ancre de navire qui accroche un câble. Ça arrive. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui inquiète de plus en plus, on a des menaces intentionnelles. On parle de sabotage, d'espionnage, des actions qui s'inscrivent clairement dans des tensions géopolitiques. Justement, en parlant de tensions, qui sont les principaux acteurs dans cette compétition silencieuse qui se joue au fond des mers? On voit principalement trois grandes puissances, chacune avec sa propre stratégie. Les États-Unis, eux, cherchent à garder la main en contrôlant les aspects réglementaires. La Chine, elle, étend son influence avec son projet qu'on appelle la route de la soie numérique. Et puis il y a la Russie qui est largement soupçonnée de jouer un jeu plus offensif, de chercher à perturber les infrastructures des autres. Pour bien saisir toute la complexité de la situation, il faut aussi comprendre le point de vue russe. Cette citation de Vladimir Poutine en 2014 est éclairante. Elle montre une perception où la Russie se voit comme acculée, comme une victime de l'Occident. Et de leur point de vue, cette perception justifie leurs actions en retour. Et dans ce contexte, un nom revient souvent, le Yantar. Attention, ce n'est pas un navire de recherche océanographique comme les autres. Il est équipé de mini-sous-marins qui peuvent descendre et, littéralement, manipuler des objets au fond. Donc ils peuvent couper un câble ou y installer des dispositifs d'écoute. C'est pour ça que chacun de ces déplacements est scruté à la loupe. Un autre outil assez inquiétant, c'est ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. À la base, elle a été créée pour des raisons économiques, pour contourner des sanctions. Mais sa structure est tellement opaque, on ne sait jamais vraiment à qui appartiennent les navires, que c'est devenu l'outil parfait pour des opérations clandestines. Ça permet de nier toute implication. C'est ce qu'on appelle la dénégation plausible. Et ça nous amène à un énorme problème. Comment on fait pour prouver qui est derrière une coupure de câble? La question a l'air simple. Alors, qui coupe les câbles? Mais trouver la réponse, c'est une toute autre histoire. Ce graphique, il résume parfaitement la situation. Sur 22 incidents suspects étudiés, regardez, près de la moitié ne sont toujours pas attribués. On ne sait pas qui a fait quoi. C'est ce qu'on appelle le vide d'attribution. L'océan est immense, c'est la cachette parfaite. L'un des principaux obstacles, c'est ce système des pavillons de complaisance. Alors comment ça marche? C'est assez simple en fait. Un navire peut appartenir à une société dans un pays A, mais arborer le drapeau d'un pays B, un pays où les règles sont beaucoup plus souples. Le problème, c'est qu'en cas d'incident, c'est le pays du drapeau qui est responsable, pas le vrai propriétaire. Du coup, ça crée un flou juridique total. C'est quasiment impossible de remonter la chaîne de responsabilité jusqu'à l'État qui a commandité l'opération. Bon, face à toutes ces menaces, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les pistes de solutions envisagées? Les experts proposent une stratégie en plusieurs points. D'abord, il faut reconnaître officiellement que ces câbles sont une infrastructure critique. Ensuite, il faut investir davantage, renforcer les alliances entre pays amis et bien sûr surveiller de très près les activités suspectes comme celle du Yantar. Et enfin, un point crucial, s'appuyer sur le droit international. Et justement, parlons-en de ce droit international. Avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la CNUDM. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, ce n'est pas juste un bout de papier.
Cette convention, elle donne un cadre juridique clair pour protéger les câbles, pour dire qui est responsable en cas de dommage, et elle permet surtout de contester légalement les actions hostiles d'autres pays devant la communauté internationale. Finalement, on vit dans un monde qui est plus connecté que jamais, mais toute cette connexion repose sur des fils très fins, au fond de l'océan. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment préparé pour le jour où cette connexion se brisera ?